Bonjour. Je vérifiais que le micro était bien branché. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'approche un peu le micro. Je dis pas, c'est la bonne page. Voilà. Nous en sommes au chapitre 12. Voilà, je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à tout à l'heure. Chapitre 12. La promesse d'une vie facile, dont l'accueil paisible que je reçus à mon arrivée à Thornfield me parut le gage, se confirma au fur et à mesure que je connus davantage la maison et ses habitants. Mrs. Fairfax se révéla telle qu'elle paraissait, une femme douce et bienveillante, de bonne éducation, d'intelligence moyenne. Mon élève était une enfant vive qui avait été gâtée, à qui l'on avait passé ses caprices et qui, de ce fait, était parfois volontaire. Mais, comme elle était entièrement confiée à mes soins, sans que personne n'intervînt jamais pour s'opposer inconsidérément à mon plan d'éducation, elle oublia vite ses petites fantaisies et devint obéissante et docile. Elle n'avait pas de talent exceptionnel, pas de traits saillants de caractère, aucune personnalité dans sa sensibilité et ses goûts pour l'élever d'un pouce au-dessus du niveau des enfants de son âge. Mais aucun défaut ni aucun vice ne la faisait descendre au-dessous de ce niveau. Ses progrès étaient satisfaisants. Elle avait pour moi une affection vive, sinon très profonde, et par sa simplicité, son gai babillage, ses efforts pour me plaire, elle m'inspira en retour un attachement suffisant pour que nous soyons heureuses ensemble. Ce langage, par parenthèse, va paraître froid à ceux qui professent de prétentieuses doctrines sur la nature angélique des enfants et sur le devoir des éducateurs de les aimer jusqu'à l'idolâtrie. Je n'écris pas pour flatter la vanité des parents, pour me faire l'écho des hypocrisies du langage, ni pour étayer des faux-semblants. Je dis simplement la vérité. Je ressentais une consciencieuse sollicitude pour le bonheur et les progrès d'Adèle, une douce affection pour sa petite personne, de même que j'étais reconnaissante à Mrs. Fairfax de sa bonté, que je me plaisais dans sa société en raison de la sereine amitié qu'elle me témoignait, ainsi que de la modération de son esprit et de son caractère. Me blâmera qui voudra si j'ajoute que, de temps en temps, après m'être promenée seule dans le parc, être descendue jusqu'aux grilles pour regarder la route, tandis qu'Adèle jouait avec sa nurse et que Mrs. Fairfax s'occupait à faire des gelées dans l'office, je montais les 3 étages, soulevais la trappe des combles et parvenais sur le toit, laissant mon regard se perdre au loin sur les champs, les collines et la ligne vague du ciel. Je désirais alors ardemment que ma vision pût aller au-delà et atteindre le monde affairé, les villes, les régions remplies d'animation dont j'avais entendu parler sans jamais les voir. Je souhaitais d'acquérir plus d'expérience que je n'en possédais, d'avoir des rapports plus fréquents avec mes semblables, de connaître une plus grande variété de caractères qui ne s'en trouvaient autour de moi. J'appréciais ce qu'il y avait de bon chez Mrs. Fairfax et chez Adèle, mais je croyais à l'existence d'autres formes plus actives de la bonté et j'aspirais à voir ce que je m'imaginais. Qui me blâmera ? Bien des gens sans doute, et l'on dira que j'étais difficile à satisfaire. Je n'y pouvais rien, cette agitation tenait de ma nature, et ce tumulte allait parfois jusqu'à me donner de l'angoisse. Mon seul soulagement était alors d'aller et venir le long du corridor du 3e étage. Je me sentais en sécurité dans ce lieu silencieux, solitaire, et laissais mon esprit s'attarder sur toutes les éblouissantes visions, quelles qu'elles fussent, qui se présentaient à lui. Elles me venaient vraiment à profusion et dans tout leur éclat. J'abandonnais mon cœur à l'émotion qui le faisait exulter et l'emplissait de trouble en le faisant s'épanouir de vie.
Mieux encore, j'écoutais intérieurement un récit sans fin que créait mon imagination et qu'elle me contait sans s'interrompre, l'animant d'événements, de vie, d'ardeur, de passion, toutes choses que je désirais et dont mon existence réelle était dépourvue. Il est vain de dire que la tranquillité doit satisfaire les humains. Il leur faut de l'action, et s'ils n'ont pas de motif pour agir, ils s'en créeront. Des millions d'êtres sont condamnés à un destin plus paisible que le mien, et des millions se révoltent en silence contre leur sort. Nul ne sait combien de rébellions, en dehors des rébellions politiques, fermentent dans les masses des êtres vivants qui peuplent la terre. Généralement, on croit les femmes très calmes, mais elles ont la même sensibilité que les hommes. Tout comme leurs frères, elles ont besoin d'exercer leurs facultés, il leur faut l'occasion de déployer leur activité. Les femmes souffrent d'une contrainte trop rigide, d'une inertie trop absolue, exactement comme en souffriraient les hommes. Et cette étroitesse d'esprit chez leurs compagnons plus privilégiés que de déclarer qu'elles doivent se borner à faire des puddings, à tricoter des bas, à jouer du piano, à broder des sacs. Il est léger de les blâmer, de les railler lorsqu'elles cherchent à étendre leur champ d'action ou à s'instruire plus que la coutume ne l'a jugé nécessaire à leur sexe. Lorsque j'étais ainsi toute seule, il m'arrivait assez souvent d'entendre le rire de Grace Poole, le même éclat de rire avec ses « ha-ha » grave et lent qui m'avait fait tressaillir la première fois que je l'avais perçu. J'entendais aussi ces murmures bizarres, plus étranges encore que son rire. Il y avait des jours où elle était absolument silencieuse, mais il y en avait d'autres où je ne pouvais m'expliquer pourquoi elle riait et murmurait de cette façon. Je la voyais parfois sortir de sa chambre, tenant à la main un bol, une assiette ou un plateau, descendre à la cuisine, d'où elle revenait sans tarder, le plus souvent, ô romanesque lecteur, pardonnez-moi de vous dire la simple vérité, avec un pot de bière brune. Son aspect agissait toujours comme un été noir sur la curiosité excitée par ses bizarreries vocales. Ses traits durs, son air posé, rien en elle ne présentait d'intérêt. Je fis plusieurs tentatives pour entrer en conversation avec elle, mais elle paraissait peu loquace et, d'ordinaire, une réponse monosyllabique coupait court à chaque effort de ce genre. Les autres domestiques, c'est-à-dire John et sa femme, Lee, la femme de chambre, Sophie, la bonne française, étaient de braves gens, sans plus. Je parlais français avec Sophie, lui posais parfois des questions sur son pays natal, mais elle n'avait aucune disposition pour compter ou d'écrire, ne faisant généralement que des réponses insipides et confuses, de nature à arrêter les questions plutôt qu'à les encourager. Octobre, novembre, décembre s'écoulèrent. Un après-midi de janvier, Mrs. Fairfax me demanda de donner congé à Adèle, qui avait un rhume. Et comme Adèle appuya cette requête avec une ardeur qui me rappela combien ces jours de congé imprévus m'avaient été précieux dans mon enfance, je le lui accordai, estimant que je faisais bien de ne pas me montrer trop rigide sur ce point. C'était une belle et calme journée, quoique très froide. J'en avais assez d'être resté assis sans bouger dans la bibliothèque pendant toute une longue matinée. Mrs. Fairfax venait juste d'écrire une lettre qui attendait d'être postée. Je mis ma capote, mon manteau et lui offris de la porter à Hay. Ce trajet de 2000 serait une agréable promenade par cet après-midi d'hiver. Je m'assurais qu'Adèle était confortablement installée dans son petit fauteuil devant le feu du salon de Mrs. Fairfax et lui donnait sa plus belle poupée de cire que je gardais habituellement dans un tiroir enveloppé d'un papier d'argent et un livre de contes pour varier ses plaisirs. « Revenez bientôt, ma bonne amie, ma chère mademoiselle Jeannette, dit-elle. » Je lui répondis par un baiser et me mis en route. Le sol était durci, l'air calme, ma route solitaire. Je marchai vite jusqu'à ce que je me fusse réchauffée, puis je ralentis le pas pour goûter et analyser les différents plaisirs que l'heure et le lieu me faisaient éprouver. Il était 3 heures. L'horloge de l'église avait sonné au moment où je passais sous le clocher. C'était un instant plein de charme. Le crépuscule approchait et les pâles rayons du soleil
descendait lentement à l'horizon. J'étais à présent à 1 mille de Thornfield, dans un chemin connu pour ses églantines en été, ses noisettes et ses mûres en automne, qu'enrichissaient, même en cette saison, les quelques précieuses perles de corail des fruits de l'églantier et des senelles. Mais en hiver, sa complète solitude et le calme de ses buissons dénudés étaient encore son plus grand charme. Si une brise venait à souffler ici, elle était silencieuse, car il n'y avait pas un de ces arbres dont le feuillage toujours vert reste bruissant. Les aubépines et les coudriers dépouillés étaient aussi immobiles que les pierres blanches et usées qui pavaient le milieu du chemin. Au loin, de tous côtés, on ne voyait que des prés où le bétail ne venait plus brouter, et les petits oiseaux bruns qui, de temps en temps, voletaient dans les haies, ressemblaient à des feuilles rousses isolées qui auraient oublié de tomber. Ce chemin gravissait la colline jusqu'à Hay. Parvenu à mi-côte, je m'assis sur un échalier qui conduisait à un champ. M'enveloppant dans mon manteau, les mains à l'abri dans mon manchon, je ne sentais pas le froid, bien qu'il gelât fortement, comme le prouvait une couche de verglas recouvrant les pavés à l'endroit où un ruisselet, maintenant pris de glace, avait débordé quelques jours auparavant à la suite d'un rapide dégel. De l'échalier, je pouvais voir Thornfield. Le manoir gris et crénelé était le principal objet qui s'offrait à ma vue dans le vallon, à mes pieds. Ces bois et les arbres où nichaient les corneilles se détachaient sur le couchant. Je restai là jusqu'au moment où le soleil descendit parmi les arbres et disparut derrière eux dans un ciel empourpré et resplendissant. Je me dirigeais alors vers l'est. Au sommet de la colline, au-dessus de moi, la lune qui se levait s'avançait dans le ciel, pâle encore comme un nuage, mais devenait plus brillante d'instant en instant. Elle planait sur Hay, à demi perdue dans les arbres, d'où une fumée bleuâtre s'élevait de ces quelques cheminées. J'en étais encore éloignée d'1 mille, mais dans le silence absolu, j'entendais distinctement ces légers murmures de vie. Des bruissements d'eau parvenaient aussi à mon oreille. De quelle vallée, de quelle profondeur venait-il? Je l'ignorais, mais il y avait bien des collines au-delà de Hay et, sans doute, de nombreux ruisseaux s'y frayaient-ils un passage. La paix du soir révélait également le gazouillement des plus proches et le murmure des plus lointains. Un bruit violent couvrit soudain ces légers clapotis, ces chuchotements, à la fois si éloignés et si distincts. Un trot de cheval très net, puis un son métallique, effacèrent les doux bruits des capricieux courants de l'onde. Ainsi, au premier plan d'un tableau, la lourde masse d'un rocher, ou le tronc rugueux d'un grand chêne vigoureusement dessiné et peint en couleurs sombres fait-il disparaître dans les lointains aériens les collines azurées, l'horizon lumineux, les nuages de formes confuses et de teintes fondues. Ce bruit résonnait sur les pavés. Un cheval s'avançait. Les sinuosités du chemin le cachaient encore, mais il se rapprochait. Je me disposais à quitter l'échalier, mais comme le chemin était étroit, je restais assise immobile pour le laisser passer. J'étais jeune alors et toutes sortes d'images brillantes ou sombres emplissaient mon esprit. Les souvenirs des contes de la nurserie s'y trouvaient mêlés à tout un fatras et, lorsqu'ils me revenaient en mémoire, l'épanouissement de la jeunesse les animait d'une puissance et d'une force que l'enfance n'avait pu leur donner. Tandis que ce cheval approchait, que je guettais son apparition dans le crépuscule, je me rappelais certaines histoires de Bessie où figurait un esprit du nord de l'Angleterre qu'elle appelait un Gytrash, lequel, sous la forme d'un cheval, d'une mule ou d'un énorme chien, hantait les sentiers solitaires et surprenait parfois les voyageurs attardés, comme ce cheval qui arrivait sur moi. Il était tout proche, mais pas encore en vue. Lorsque, outre le bruit du trot du cheval, j'entendis quelque chose s'élancer sous la haie. Et je vis se glisser le long des coudriers un grand chien noir et blanc qui se détachait sur leurs branches nues. C'était exactement une des formes que revêtait le Gytrash de Bessie. Une créature ressemblant à un lion, avec de longs poils et une énorme tête.
Il passa cependant assez tranquillement devant moi, sans s'arrêter pour me regarder avec des yeux de l'autre monde, comme je m'y attendais presque. Le cheval suivait, un grand coursier, monté par un cavalier. L'homme, l'être humain, rompit immédiatement le charme. Personne ne montait le gitouage, il était toujours seul. Les lutins, selon les notions que j'avais, pouvaient bien habiter les muettes carcasses des bêtes, mais ne devaient guère convoiter de s'abriter sous la forme banale de la personne humaine. Non, ce n'était pas un gitouage, mais simplement un voyageur se rendant à Millcote par le raccourci. Il passa. Je continuai ma route. Quelques pas, et je me retournai. Un bruit de glissade, puis cette exclamation. « Que diable vais-je faire à présent ?» avait attiré mon attention. L'homme et le cheval gisaient à terre. Ils avaient glissé sur le verglas qui recouvrait les pavés. Le chien revint en bondissant vers son maître. Le voyant ainsi en fâcheuse posture et entendant les gémissements du cheval, il se mit à aboyer avec tant de force que les sombres collines répercutèrent avec intensité ces sons puissants. Il flaira le groupe prostré sur le sol et courut à moi. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas d'autre secours à rechercher. Je répondis à son appel et redescendis auprès du voyageur qui livrait combat pour se dégager de sa monture. Ses efforts étaient si vigoureux que je pensais qu'il ne pouvait pas s'être fait beaucoup de mal. Je lui demandai cependant « Êtes-vous blessé, monsieur ?» Je crois bien, sans en être certaine, qu'il avait lancé un juron. Quoi qu'il en soit, il proférait des paroles qui l'empêchèrent de me répondre immédiatement. « Puis-je faire quelque chose pour vous ?» demandai-je de nouveau. « Retirez-vous seulement sur le côté » répondit-il en se mettant d'abord à genoux, puis debout. J'obéis. Alors commença une série d'efforts, de piaffements, de cliquetis, accompagnés d'aboiements qui me firent effectivement reculer de quelques mètres. Mais je ne voulais pas partir sans avoir vu comment finirait l'aventure. Elle se termina bien. Le cheval se remit debout et un « couche-toi, pilote » imposa silence au chien. Le voyageur se pencha, se tâta le pied et la jambe comme pour s'assurer qu'il n'avait rien de cassé. Sans doute souffrait-il car il s'arrêta à l'échalier que je venais de quitter et s'y assit. Je devais être en humeur de me rendre utile, ou du moins d'offrir mes services, car je m'approchais de nouveau de lui. « Si vous êtes blessé, si vous avez besoin de secours, monsieur, je puis aller chercher quelqu'un, soit de Thornfield Hall, soit de Hay. Merci, cela ira, je n'ai rien de cassé, ce n'est qu'une entorse. » De nouveau, il se leva et essaya de se servir de son pied, mais cette tentative lui arracha un « aïe » involontaire. Un reste de jour s'attardait encore, et la lune brillait d'un éclat croissant. Je le voyais distinctement. Il était enveloppé d'un manteau de cavalier à col de fourrure aux agrafes de métal. Les détails de sa personne n'étaient pas apparents, mais j'eus une vue d'ensemble. Il était de taille moyenne et très large de poitrine. Il avait un visage sombre, aux traits sévères, un front massif. Ses yeux et ses sourcils froncés étaient alors une expression de colère et de contrariété. Il n'était plus tout jeune, mais n'avait pas encore atteint l'âge mûr. Il pouvait peut-être avoir 35 ans. Je n'avais pas peur de lui et me sentais à peine intimidée en sa présence. S'il s'était agi d'un jeune et beau gentleman d'allure héroïque, je n'aurais pas osé rester ainsi à le questionner contre son gré et à lui offrir des services qu'il ne demandait pas. Avais-je jamais vu un homme jeune et beau ? De ma vie, je n'avais parlé à aucun. En principe, je vénérais la beauté, l'élégance, l'esprit chevaleresque, le charme, et je leur rendais hommage. Mais si j'avais rencontré ces qualités incarnées en un homme, j'aurais instinctivement éprouvé qu'elles n'avaient ni ne pouvaient avoir aucune correspondance en moi, et je les aurais fuies par antinomie, comme on fuit la flamme, l'éclair ou tout ce qui éblouit. Si même cet étranger m'eût souri et se fût montré de bonne humeur pendant que je lui parlais, s'il eût refusé mon offre de l'assister d'un ton jovial et en me remerciant, j'aurais continué mon chemin sans avoir le désir de renouveler mes questions. Mais la mine rébarbative du voyageur, sa rudesse, me mirent à l'aise. Quand il me fit signe de partir, je restai sans bouger en lui disant « Je ne puis songer à vous abandonner, monsieur, à une heure aussi tardive dans ce chemin désert avant d'avoir vu si vous êtes en état de vous remettre en selle. » Pendant que je parlais ainsi, il me regarda. C'est à peine s'il avait auparavant tourné les yeux vers moi.
« Il me semble que vous devriez vous-même être rentré chez vous, dit-il, si vous habitez dans le voisinage. D'où venez-vous ? Du bas de la côte, et je n'ai nullement peur d'être dehors à cette heure tardive quand il fait clair de lune. C'est avec plaisir que je courrai pour vous jusqu'à Hay si vous le désirez. Je m'y rends précisément pour y mettre une lettre à la poste. Vous habitez au bas de la côte ? Est-ce dans cette maison à créneaux ? Et il désignait du doigt Thornfield Hall, tout blanc sous les rayons argentés de la lune et se détachant nettement sur le bois qui, par contraste avec l'Occident resplendissant, formait maintenant une masse d'ombre. « Oui, monsieur. À qui appartient cette maison ? » ?»« À Mr. Rochester. »« Connaissez-vous Mr. Rochester ? » ?»« Non, je ne l'ai jamais vu. »« Il n'y habite donc pas ? » ?»« Non. »« Pouvez-vous me dire où il est ? » ?»« Je n'en sais rien. » « Vous n'êtes pas une servante du manoir, bien sûr, vous êtes... » Il s'arrêta et examina mes vêtements très simples, comme toujours, un manteau de mérinos noir, une capote de castor noir, dont ni l'un ni l'autre n'eussent fait, bien loin de là, l'affaire d'une femme de chambre. Il paraissait embarrassé pour décider ce que je pouvais bien être. Je vins à son aide. « Je suis l'institutrice. »« Ah, l'institutrice, répéta-t-il. Le diable m'emporte si je m'en souvenais. L'institutrice. Et, de nouveau, il passa l'inspection de mes vêtements. 2 minutes après, il se leva de l'échalier, mais quand il essaya de marcher, son visage exprima de la douleur. « Je ne puis vous charger d'aller chercher du secours, mais vous pouvez m'aider un peu vous-même, si vous le voulez bien. »« Oui, monsieur. »« N'avez-vous pas un parapluie qui pourrait me servir de canne ? » ?»« Non. »« Essayez de prendre mon cheval par la bride pour l'amener jusqu'à moi. Vous n'avez pas peur ? » J'aurais été effrayée d'avoir à toucher un cheval si j'avais été seule, mais puisqu'il me le demandait, j'étais prête à lui obéir. Je posais mon manchon sur l'échalier, m'avançais vers le grand coursier et tentais d'attraper la bride. Mais c'était un fougueux animal qui ne me laissa pas approcher de sa tête. Je fis effort sur effort, mais en vain, et j'étais mortellement épouvantée de ses piaffements. Le voyageur attendit, nous observa quelques instants. Enfin, il se mit à rire. « Je vois bien, dit-il, qu'on n'amènera jamais la montagne à Mahomet. Ainsi, tout ce que vous pourrez faire, ce sera d'aider Mahomet à aller à la montagne. Il me faut vous prier de venir ici. » J'y allai. « Je m'excuse, continua-t-il, la nécessité m'oblige à recourir à vous. » Il posa une lourde main sur mon épaule, s'appuya sur moi avec force et rejoignit son cheval en boitillant. Une fois qu'il eut saisi la bride, il se rendit aussitôt maître de l'animal et sauta en selle en faisant une grimace car cet effort avait ravivé la douleur. Avait ravivé sa douleur. À présent, dit-il, cessant de mordre vigoureusement... Pardon, excusez-moi, je lis n'importe comment aujourd'hui. À présent, dit-il, cessant de mordre vigoureusement sa lèvre inférieure, passez-moi ma cravache. Elle est là, sous la haie. Je la cherchais et finis par la trouver. Je vous remercie maintenant. Dépêchez-vous de porter votre lettre à Hay et revenez aussi vite que possible. Un coup d'éperon fit d'abord tressaillir son cheval qui se cabra, puis bondit en avant. Le chien s'élança sur ses traces et tous trois disparurent. Comme la bruyère de la lande sauvage que le vent impétueux emporte dans un tourbillon. Je suis pas sûre de cette liaison, elle était un peu malheureuse. Comme la bruyère de la lande sauvage que le vent impétueux emporte dans un tourbillon. Je repris mon manchon et continuai ma route. L'incident était clos pour moi. Incident sans importance, sans aucune façon romanesque, sans intérêt en un sens. Pourtant, il marqua un changement, une heure de ma vie monotone. On avait eu besoin de mon aide, on l'avait demandé et je l'avais donnée. J'étais contente d'avoir fait quelque chose. Si banale et passagère que fût cette action, c'était cependant une manifestation de mon activité et j'étais lasse d'une existence toute passive. Ce nouveau visage aussi était comme un nouveau portrait introduit dans la galerie de mes souvenirs. Il était différent de tous ceux qui s'y trouvaient déjà. D'abord parce que c'était un visage d'homme, et aussi parce qu'il était sombre, énergique, sévère.
Je l'avais encore devant les yeux lorsque j'arrivai à Hay et que je mis ma lettre à la poste. Je le voyais en redescendant rapidement la colline tout le long du trajet de retour. Je m'arrêtai un instant en passant devant l'échalier, regardant autour de moi et prêtant l'oreille. Le bruit des sabots d'un cheval n'allait-il pas résonner à nouveau sur la chaussée? Un cavalier enveloppé d'un manteau et suivi d'un chien Terre-Neuve ressemblant à un G-Trash n'allait-il pas apparaître une seconde fois? Je ne vis devant moi que la haie et un sol étêté se dressant silencieux sous les rayons de la lune. Je n'entendis qu'une très faible brise agitant au gré de ses caprices les arbres qui entouraient Sandfield à 1 mille de distance. Et jetant un coup d'œil dans le vallon d'où venait ce murmure, j'aperçus une lumière qui brillait à travers une fenêtre de la façade du manoir. Cela me rappela l'heure tardive et je hâtai le pas. Je n'avais pas envie de rentrer à Sandfield. Franchir son seuil, c'était retourner à l'inertie. Traverser le vestibule silencieux, monter l'escalier obscur, regagner ma petite chambre solitaire, puis retrouver la tranquille Mrs. Fairfax, passer avec elle et avec elle seulement cette longue soirée d'hiver, c'était détruire entièrement la faible excitation qu'avait éveillée ma promenade, c'était enchaîner de nouveau mes facultés par les invisibles liens d'une existence uniforme et trop paisible dont je n'étais même plus capable d'apprécier les privilèges de sécurité et de confort. Quel bien n'eussé-je pas tiré alors d'avoir été ballotté au milieu des orages et des luttes d'une vie incertaine, d'avoir ainsi acquis une rude et amère expérience propre à me faire désirer le calme dont je me plaignais présentement. Le même bien que celui qu'éprouve à faire une longue promenade un homme fatigué d'être assis, immobile, dans un fauteuil trop confortable. Désir d'action qui, dans mon cas, n'était pas moins naturel. Je m'attardais aux grilles, je m'attardais sur la pelouse, j'allais et venais sur la terrasse. Les volets de la porte vitrée étaient clos. Je ne voyais rien de l'intérieur de la maison. Mes yeux et mon esprit semblaient vouloir fuir cette sombre demeure qui m'apparaissait sous la forme d'une cavité grisâtre remplie de cellules obscures pour se tourner au-dessus de moi vers l'étendue du ciel, mer bleue qu'aucun nuage n'altérait. La lune montait au firmament avec majesté et, tout en s'éloignant de plus en plus des sommets des collines derrière lesquelles elle était apparue, semblait avoir pour point de mire le zénith vers lequel elle s'élançait. Sombre comme la nuit dans sa profondeur insondable et son éloignement infini. Les tremblantes étoiles suivaient la course de l'astre. À cette vue, mon cœur frémit, mon sang brûla dans mes veines. Ce sont de petits riens qui nous rappellent sur terre. L'horloge du vestibule sonna, ce fut suffisant. Me détournant de la lune et des étoiles, j'ouvris une porte latérale et je rentrai. Le vestibule n'était pas obscur. Il n'était cependant éclairé que par la lampe de bronze suspendue à une grande hauteur. Une chaude clarté s'y répandait, ainsi que sur les premières marches de l'escalier de chêne. Cette lumière rougeâtre venait de la grande salle à manger, dont la porte, ouverte à 2 battants, laissait voir une grille où brûlait un feu sympathique, illuminant le marbre de l'âtre, la garniture de cuivre du foyer, révélant les tentures pourpres et le mobilier brillant dans toute leur agréable splendeur. Il révélait également un groupe qui se tenait près de la cheminée. Mais à peine l'avais-je aperçu, à peine avais-je entendu un murmure joyeux et confus de voix parmi lesquelles je crus reconnaître celle d'Adèle, que la porte se referma. Je me rendis en hâte dans le petit salon de Mrs. Fairfax. Un feu y brûlait aussi, mais il n'y avait pas de lumière et Mrs. Fairfax n'y était pas. À sa place, j'aperçus assis tout seul sur le tapis du foyer, se tenant droit et contemplant gravement la flamme, un grand chien noir et blanc, à longs poils, tout pareil au G-Trash du chemin. Il lui ressemblait tellement que lorsque je m'avançai en disant « Pilote », la bête se leva, vint à moi et me flaira. Je la caressai et elle remua sa longue queue. Je ne me sentais cependant pas rassurée à l'idée de rester seule avec cette créature étrange. Je n'aurais pu dire en effet d'où elle venait. Je sonnai pour avoir une chandelle ainsi que pour savoir qui était ce visiteur. Lee entra. « Quel est ce chien ? Il est venu avec le maître. » « Avec qui ? » ?»« Avec le maître, Mr. Rochester qui vient d'arriver. »« Vraiment ? Mrs. Fairfax est-elle avec lui ? » ?»«
Oui, Miss Adèle aussi. Ils sont dans la salle à manger. John est allé chercher un médecin car le maître a eu un accident. Son cheval est tombé et il s'est fait une entorse. Son cheval est-il tombé dans le chemin de Hay? Oui, en descendant la côte. Il a glissé sur du verglas. Ah, apportez-moi une chandelle, s'il vous plaît, Lee. Lee revint avec la lumière, suivi de Mrs. Fairfax qui me répéta les nouvelles, ajoutant que Mr. Carter, le médecin, venait d'arriver et se trouvait à présent auprès de Mr. Rochester. Elle sortit en hâte afin de donner des ordres pour le thé et je montai me débarrasser de mon manteau et de ma capote. Et c'est la fin du chapitre 12. Et c'est la fin de cette lecture aussi. Oui, c'est la fin de cette lecture aussi. J'ai la mâchoire, je ne sais pas, toute crispée. Je n'arrivais pas à articuler aujourd'hui. Enfin, pour cette première lecture. Je pense que je vais en faire une seconde. Oh non! Bah alors? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, tu bouges encore. Je sais pas, il y a une guêpe qui a l'air en mauvais état à côté de moi. Bon, on verra ça. Pardon. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel après-midi, ce que vous voulez. Je vous souhaite de n'être ni épuisé par l'activité, ni épuisé par le manque d'activité. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci encore.